Donc, nous étions sous la Troisième République et alors la séance dernière, j'avais baptisé la leçon « La première ère radicale de 1901 à 1934 ». Parce que l'alliance entre les républicains radicaux et puis un petit parti de centre-gauche qui s'appelait l'Alliance républicaine démocratique, dont les leaders dans le département étaient la famille Dupuy, Jean Dupuy puis Paul Dupuy. Cette alliance a permis donc aux radicaux et avec le soutien des Dupuy, une domination électorale au Conseil général, mais pas que. Les principales villes et chefs-lieux de canton étaient aux mains des radicaux, les 2 sénateurs bien sûr, les députés sur 4 circonscriptions avant 1919, il y en a toujours 3 qui ont été aux mains des radicaux. La 4e, Argelès-Lourdes, ayant été partagée entre les centres droits libéraux, en particulier avec Michel Allico, dont j'avais parlé l'an dernier, mais qui est mort en 1912, et puis avec Paul Dupuy, le fils de Jean Dupuy. Bon, alors j'avais évoqué que cette domination était contestée, puis nous avons évoqué la guerre. Bon, il ne s'est pas passé grand-chose, il y a quand même une dizaine de conseillers généraux qui ont été mobilisés pendant la guerre de 14, notamment le président qui était médecin militaire, médecin-major, pardon, et donc il a passé toute la guerre dans des hôpitaux militaires, d'abord dans l'Est et puis ensuite à Bordeaux. C'était un homme qui avait quand même 60 ans en 1914. J'avais dans une deuxième partie, et là on y reviendra parce que essayer de décrire le fonctionnement de ce système radical. La doctrine, la structure, la presse radicale, et puis le réseau, parce que ça c'est très important. Le réseau, les réseaux sociaux sur lesquels il s'appuie, mais aussi le réseau d'élus locaux. On aura l'occasion d'y revenir, parce que sous la 4ème République, ça fonctionnera de la même façon. Ça a fonctionné comme ça aussi pendant longtemps sous la 5e. Et puis, sur la période 1919-1934, nous n'avions pas tout à fait terminé. Je vous avais dit qu'il y avait une remise en cause de l'hégémonie radicale. Les résultats électoraux sont beaucoup plus contrastés. Je vous ai expliqué aussi qu'ils étaient victimes d'une bipartition politique nationale, qui remet en cause la domination radicale départementale, parce qu'au moment du cartel des gauches en 1924, au niveau national, les radicaux ont été alliés de la SFIO, et ça n'a pas plu à tout le monde localement, en particulier aux alliés de l'ARD. Et là, ils ont perdu les alliés sur leur droite, si vous voulez. Bon, tant que Paul Dupuy a été en vie, il les a soutenus, mais Paul Dupuy a disparu en 1927, problème de santé, prématurément. Mais on a eu quand même une tendance qui s'y est opposée, et ouvertement, en particulier celui qui était au Conseil général, un des leaders de ce courant ARD, était Jean Marre. Jean Marre, qui était conseiller général de Pouillastruc, si je me souviens bien, et qui possédait un manoir à Marseillan, une belle maison sur une hauteur, quand on vient par le nord. Et lui, il avait carrément écrit en disant on ne vous soutient plus, parce qu'on n'accepte pas l'alliance avec la SFIO. Bon. Et dans le même temps, à Tarbes, Alexandre Bouet, qui était maire depuis 1912, s'appuyait aussi sur les socialistes qui faisaient liste avec eux. Bon, ces socialistes qui ont subi la SFIO des Hautes-Pyrénées en 1920, au moment du congrès de Tours, il faut savoir qu'elle a choisi majoritairement de rejoindre la SFIC,
comme ça qu'on l'a appelé au début, la section française de l'Internationale communiste, donc le PC. Ce qui fait que la SFIO a dû se reconstituer, notamment sur Tarbes, etc. Et ils ont été un peu à l'ombre des radicaux, tout en leur apportant quand même un soutien. Et là aussi, il va y avoir rupture au début des années 30. Donc les radicaux, ils sont attaqués sur leur gauche et sur leur droite. Et ça contribue, ça, aux échecs qui vont se succéder. Bon, alors, ils vont perdre, par exemple, et ça c'est quand même significatif, on va y revenir, les 2 sièges de sénateurs en octobre 1935, ce qui veut dire que les élus ruraux ne les soutenaient plus. Ils vont perdre la mairie de Tarbes aussi en 1935. Et ils vont perdre ça c'est la seule fois que ça s'est produit, enfin, 2 fois ça s'est produit, mais pas au même bénéfice. En 1934, ils perdent la présidence du Conseil général au profit de Georges Badby, qui était un centre droit, maire de Saint-Pé-de-Bigorre. Voilà. Alors, en même temps, on voit que leur influence en milieu urbain décline, ainsi que dans les chefs-lieux de canton. Alors, ça, c'est aussi quelque chose d'important à préciser, parce que dans toute cette première période, et je l'avais dit, mais peut-être un peu brièvement, il ne s'appuie pas sur le milieu rural, sur le milieu agricole. En 1925, un préfet, le préfet Taussac, qui était un préfet nommé par le gouvernement de Cartel des Gauches et qui ne mettait pas son drapeau dans sa poche. Le préfet Georges Taussac avait envoyé une enquête à chaque maire du département pour demander quelle était la couleur politique des conseillers municipaux. Il avait envoyé ça avec une liste, enfin avec un tableau à remplir. Alors, il y a quand même... les 3/4 des maires ont répondu. Alors, dans ceux qui ont répondu, il y a ceux qui voulaient se faire bien voir du préfet, donc on est toujours de la bonne couleur. Voilà, ça c'était clair. Mais c'est intéressant parce que ça permet d'évaluer. Le centre droit domine largement parmi les maires ruraux et parmi les conseillers municipaux des communes rurales. Par contre, les radicaux, ils sont bien placés dans tous les petits bourgs, les chefs-lieux de canton, etc. Donc, ils ne s'appuient pas encore sur le milieu rural et le milieu agricole. C'est quelque chose qui va se produire, mais on le verra, je peux anticiper, mais qui va se produire à la fin des années 30 et dans les années 40 et 50. Parce que, il y a un mouvement agricole, un mouvement syndical agricole, avec la création d'abord de la GDA, puis après de la FNSEA, de la FDSEA, et dont un leader sera aussi un éminent radical, Paul Despois. Lorsque va se constituer la mutuelle sociale agricole, c'est un conseil général radical qui est à l'origine de la mutualité sociale agricole. Il y a beaucoup de vétérinaires aussi. Et donc, ils vont entretenir un réseau important. Mais on le verra, ça, sous la 4ème République. Et y compris, et ce n'est pas anecdotique, sous la 4ème République, et pendant longtemps encore après, le président de la fédération départementale du Parti radical était aussi président de la fédération départementale de chasse et président de la fédération départementale de pêche. Ce qui, en fait, il s'agissait d'un avocat, Maître Bourda, que peut-être vous avez connu. Alors tout ça, ça compte. Mais dans cette première c'est aussi une fin de période, parce qu'il y a un vieillissement de la première génération radicale. Et il y a même des décès. Joseph Fitt est mort pendant la guerre. Il a été opéré, puis il s'est pas réveillé. Le président du Conseil général est mort dans l'accident de chemin de fer. Je vous avais montré des images du Bordeaux-Paris à l'entrée de Poitiers. Et puis, on a eu Bertrand Nogaro, qui pourtant était la même génération, mais qui a dû se retirer pour raison de santé, etc. Donc en fait, c'est la fin d'une génération. Et c'est un peu la fin d'une période. Et la question que beaucoup se posaient, est-ce qu'ils vont disparaître ? Alors,
je sais que là, on est dans les années 30. Et bon, j'ai parlé du... Bon, le Conseil général est au centre parce que c'est un peu la clé de voûte du système radical, le Conseil général. Mais c'est l'occasion aussi de voir un peu l'évolution générale sur le plan politique du département. Et dans les années 30, il y a des bouleversements importants. Et je reprends une phrase qui n'est pas de moi, mais qui est de Louis Laspal. L'irruption de l'industrie moderne dans les Hautes-Pyrénées. Alors, l'industrie a fait irruption dans les Hautes-Pyrénées au cours de la guerre de 14-18 et au lendemain de la guerre dans les années 20. Mais pour que ça puisse avoir un effet sur le plan sociologique et politique, il a fallu encore attendre quand même la décennie suivante. Bon, quelques petits éléments de biographie. J'ai cité Louis Laspal parce que vous l'avez peut-être connu, il était prof au lycée Théophile Gautier. Bon, c'est quelqu'un qui avait une vingtaine d'années de plus que moi, mais moi j'avais fait sa connaissance lorsque on avait participé à la rédaction d'un ouvrage collectif qui était Bigorre et quatre vallées, ouvrage d'histoire. Bon. Et bon, Soulet-Lenaille, qui dirigeait, avait fait appel à des gens qui étaient bien établis, qui avaient fait beaucoup de travail dans les Hautes-Pyrénées, comme Louis Laspal, mais d'autres, Jean Castex ou d'autres. Et puis ils avaient fait appel à des étudiants. Bon, nous étions 3 étudiants, dont moi. Et moi, je garde toujours un bon souvenir de toutes les conversations que j'ai eues avec Louis Laspal. Louis Laspal, qui s'intéressait beaucoup à l'histoire politique du département, qui avait fait un peu de politique dans les années 60. Il avait monté, était le premier président du petit parti de François Mitterrand qui s'appelait la Convention des institutions républicaines. Bon. Mais c'est quelqu'un qui avait été sollicité pour aller, pour rejoindre au niveau national les instances. Mais lui, il voulait rester prof à Théophile Gautier. Voilà. Son métier, c'était prof. Et donc, il a fait de l'histoire politique après. Voilà. Il s'est aussi occupé longtemps de l'association de Don Bosco. Bon, et dans Bigorre et quatre vallées, c'est lui qui avait fait le chapitre concernant l'industrialisation des Hautes-Pyrénées et le développement économique. Et c'est à ce jour une synthèse toujours remarquable. En la relisant ces jours-ci, je découvre encore sous certains aspects. Bon, il a participé à des ouvrages collectifs. Il avait fait une thèse de 3e cycle, comme on disait à l'époque, sur Tarbes entre les deux guerres. Alors cette thèse, malheureusement, elle n'a jamais été publiée, et c'est fort dommage, parce que elle est intéressante. Mais bon, c'est curieux que personne n'ait jamais pensé à lui proposer de la publier. Donc moi je me suis beaucoup inspiré de ces travaux ainsi que d'autres travaux qui ont été faits. Si vous voulez approfondir, vous avez 2 ouvrages plus récents, je les ai amenés parce que si ça vous intéresse. Une histoire sociale et industrielle des Hautes-Pyrénées faite par José Cubero il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, chez Kern. Et puis, alors, quelque chose qui s'appelle Duchard à l'Edelweiss, qu'avait publié Gabriel Weisberg, qui a été un temps prof à Marie Curie, je crois, et puis qui est parti sur Toulouse. Et je ne sais pas s'il était parti en classe prépa ou s'il n'était pas... Enfin, quand moi j'étais étudiant, les Weisberg, il y avait des jumeaux. Et alors, je ne sais pas lequel c'est.
Il y en a un qui a dû aller à la fac et puis l'autre qui a dû enseigner en classe prépa. Ce sont des géographes. Et ce travail est passionnant. Alors ça s'appelle Du Charal et d'Helveysz. On pourrait croire que c'est centré uniquement sur l'Arsenal, mais en fait non. C'est centré sur toute l'évolution industrielle de Tarbes, hein, avec vision de géographe, et c'est intéressant. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez approfondir. Voilà. Je pense qu'on est là aussi, hein, si ça vous intéresse. Moi je fais quelque chose de général et après vous pouvez approfondir. Alors voilà, donc après cette présentation, je voudrais citer Laspal qui dit que cette période avec le premier conflit mondial fait entrer la Bigorre dans le monde industriel moderne. Parce que jusque-là, nous n'avions que l'Arsenal comme grande entreprise. Bien. Alors, ça concerne pas tout le département, hein, ça concerne Tarbes et sa banlieue essentiellement. Hein, et la fonction industrielle va se greffer sur la tradition commerciale de Tarbes et la tradition administrative de Tarbes. Il y a d'autres zones. Un terrain qui était favorable, c'est Bagnères de Bigorre, où il y avait déjà des petites industries. Et puis, il y a deux zones où alors là, il n'y avait pas du tout d'industrie. C'est le plateau de Lannemezan et la vallée du Lavedan avec le site de Pierrefitte-sous-L'Homme. Bon, jusqu'au début du XXe siècle, ces régions-là étaient loin de toute activité industrielle. Bien. Alors, on va voir donc l'irruption de l'industrie moderne dans les Hautes-Pyrénées dans une première partie. Hein. Dans une seconde partie, j'évoquerai les mutations sociales et politiques qui en ont découlé. Et puis je reviens à mon sujet de départ. Hein. Troisièmement, déclin et renaissance du radicalisme. Parce que, est-ce que toutes ces mutations sociales et politiques, elles ont contribué aussi, hein, à l'effacement du parti radical à un moment ou à un autre. On a cru à sa disparition, mais voilà qu'à la veille de la guerre, 1937-38, ils refont surface avec plein de têtes nouvelles. Hein. Des têtes nouvelles qui vont rester là jusque, disons, les années 60, pendant une trentaine d'années. Bon, une deuxième génération. Mais c'est un phénomène qui n'est pas courant, hein, en France. Vous savez qu'on est le dernier département où il y a encore pas mal d'élus radicaux. Bon. Les mauvaises langues disent que c'est parce qu'il y a la proximité du parc national. C'est ce que disait Jacques Longuet, mais bon. Enfin, d'ailleurs, Longuet avait aussi participé à Bigorre et Quatre-Vallées, et les discussions Longuet-Laspal sur des sujets d'histoire politique, c'était très intéressant, puisque c'était deux points de vue opposés, mais toujours courtoises. Bon, alors, on commence par le boom industriel des années 1920. Bon, j'ai fait exprès de l'écrire comme ça. En général, quand on parle de boom économique, on l'écrit un peu à l'américaine, hein, ou à l'anglaise, on met deux O. Bon. Mais bon, on peut l'écrire comme on veut. Bon, le boom industriel des années 20, c'est la première guerre mondiale qui a été le premier facteur de développement. Alors je vais évoquer ça rapidement, hein, même si peut-être je vais entrer dans certains détails, mais je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais je vais l'évoquer rapidement parce que ça permet de comprendre l'évolution du département sur le plan politique. Le premier bénéficiaire de la Première Guerre mondiale, ça a été l'Arsenal de Tarbes. Hein, l'Arsenal qui était arrivé là en 1870, hein, parce qu'on avait implanté loin du front. En 1914, il y a 2437 emplois à l'Arsenal de Tarbes. En 1918, il y en a 16 000, hein, dont 6 000 femmes. Bon. Donc ça, c'est un point important. Il y avait une autre entreprise sur Tarbes, les ateliers Gache. L'entreprise Gache qui travaillait dans la sellerie, dans le cuir.
Et effectivement, comme nous avions encore une cavalerie au niveau militaire, qu'on avait encore pas mal de canons tractés par du matériel hippomobile, eh bien, les ateliers Gache aussi se sont développés. Il y avait quelques dizaines d'ouvriers, moins de 100 ouvriers en 1914, et ils en ont 400 à 500 à la fin de la guerre. Bon, on a aussi une autre entreprise qui était installée près de Sarancolin, à Beyred Jumet, qui fabriquait des abrasifs. Bon, donc ces deux entreprises existaient avant la guerre de 14. Mais il y a ensuite ce que l'ASPAL appelle des industries filles de la guerre. Alors, je peux en citer deux. Lannemezan, qui au départ fait de l'acide nitrique et fabrique des nitrates pour fabriquer des nitrates artificiels. Alors moi en chimie je suis pas très doué, hein, s'il y a quelqu'un dans la salle vous pouvez intervenir. En nitrates artificiels pour fabriquer des explosifs. Et à Soulom, même chose. Il y a une usine qui est installée en 1915 aussi pour fabriquer des nitrates artificiels. Tout ça parce que on en a besoin pour fabriquer des explosifs, c'est ensuite envoyé sur Angoulême. Parce qu'on avait des nitrates naturels qui venaient du Chili. Mais la guerre sous-marine que mènent les Allemands dans l'Atlantique, eh bien, ont rompu l'approvisionnement venant du Chili. Donc il a fallu trouver des substituts artificiels. Et comme ils utilisent des procédés d'électrolyse, donc ils se sont installés sous l'homme comme Lannemezan, pas loin de centres de production hydroélectrique. Et les deux plus anciennes centrales hydroélectriques du département, c'est Soulom, ouverte en 1911, et puis peu de temps après, Égette, dans la vallée d'Or. C'est la Compagnie du Midi d'ailleurs qui avait installé ces deux centrales. Ça, c'est une première raison. Et la deuxième, donc il faut être près de la production d'hydroélectricité, être accessible par le train, ce qui est le cas dans Lannemezan comme dans la vallée de Pierrefitte, et aussi être loin du front, ce qui était aussi le cas. Donc, voilà les principales entreprises qui se sont créées, qui se sont développées pendant la guerre. J'ai mis ici une carte, elle est peut-être pas bien placée, je vais revenir, oui on peut la laisser là. Bon, j'ai marqué là sur cette carte les principaux foyers industriels. Bon, alors si ma petite flèche rouge, l'embêtant c'est que cette flèche, elle sert à la fois à faire avancer les diapos, et alors si on a des gros doigts, ça ne marche pas. Voilà. Donc, on a le bassin de Tarbes. Sur cette carte, oui, ce qui concerne les activités antérieures à la guerre de 14, c'est tout ce qui est en noir. Et puis, ici, c'est une couleur foncée, mais un peu plus claire. C'est ce qui a été aménagé pendant la Première Guerre mondiale. Après, ce sont ou du moins dans l'entre-deux-guerres. Après, ce sont des installations postérieures à la Seconde Guerre mondiale. Donc on a cette carte est une carte que vous trouverez dans Bigorre et Quatre-Vallées pour illustrer le chapitre de l'ASPAL, et c'est une carte qui est due à un autre géographe, rendons à César, c'est une carte faite par Robert Vier à l'époque. Donc nous avons le bassin tarbais ici, Lannemezan, puis le bassin de Pierrefitte et Soulom, et également ici Bagnères, qui est un centre aussi industriel. On n'a pas beaucoup de centres industriels, mais c'est pour vous les situer. Donc je reviens à ceci. Un nouveau titre, le rôle de Jean-Raoul Paul. On va s'arrêter un peu sur ce monsieur, parce que c'est un personnage important. Il a une rue ou une avenue à Tarbes. C'est près de la limite avec Sousse et Séméac. Et je pense que c'est bien que ce soit là d'ailleurs.
Je pense que ce n'est pas par hasard non plus. Jean-Raoul Paul est un personnage né en 1869 et mort en 1960. Il était originaire de la Gironde. C'est un ingénieur polytechnicien et ingénieur des ponts et chaussées. Et il a été directeur de la Compagnie du Midi de 1913 jusqu'en 1932. Et il a joué un rôle important parce que il a lié étroitement le développement de sa compagnie au développement économique du Sud-Ouest. Il a pris des initiatives dans le développement économique du Sud-Ouest. C'est un véritable plan de développement qu'il a fait. Et il tombe à point nommé au lendemain de la guerre, parce qu'après la fin de la guerre, on va entrer dans une sorte de récession un peu partout. L'Arsenal, par exemple, 16 000 emplois en 1918, mais quelques mois après l'armistice, 2 000 emplois. On a besoin de beaucoup moins de monde. Alors, vont être mis en valeur des atouts que nous avions, et Jean-Raoul Paul va savoir les mettre en valeur. Les facteurs qui ont permis le développement juste au début des années 20 existaient bien avant 1914. Mais à l'époque, ils ne présentaient pas d'intérêt. C'est parce qu'il y a des perspectives nouvelles au lendemain de la guerre que les atouts apparaissent nettement. Par exemple, la situation géographique des Hautes-Pyrénées n'était pas favorable sur le plan économique. Alors pourquoi ? Parce qu'on était éloigné des grandes zones actives du pays, des grands centres de production, des grands centres de consommation. On est un peu à l'écart. Et même pour certains, les Pyrénées constituant une barrière sans contact avec l'Espagne, enfin à l'époque moderne, parce que au Moyen-Âge et à l'époque moderne, ça échangeait beaucoup, mais à pied, entre les vallées du Nord et les vallées du Sud. Ça constitue une barrière, donc on est un peu un cul-de-sac, et ça présente un handicap. Mais les handicaps peuvent devenir des atouts. Voilà. Il y avait un exemple qu'on donnait facilement en géographie à une époque, c'était, oui, la montagne, l'hiver, on ne peut rien faire. Il y a de la neige, il y a de la pente, qu'est-ce que vous voulez faire ? Les gens, ils s'en vont, et les montagnes sont mortes. Mais dès l'instant où on a inventé le ski, et où le ski est devenu un loisir de masse, alors là, la neige, qui était un handicap, devient un atout, et la pente aussi. Voilà. Et alors à ce moment on investit. Ce qui fait que les handicaps peuvent devenir des atouts. Et c'est un peu le cas parce que ce qui va permettre de faire de la position géographique des Hautes-Pyrénées un atout, c'est un facteur historico-géographique. Stratégique, pardon. Oui, géographique aussi, mais stratégique. Depuis le milieu du XIXe siècle, nous sommes, et même un peu après quand même, en rivalité avec l'Allemagne. Et cette rivalité va servir le département. C'est ainsi qu'en 1870, eh bien, pour transférer l'arsenal de Meudon dans le sud-ouest, c'est-à-dire loin éventuellement d'éventuelles invasions par le nord du pays, on l'a installé à Tarbes. Bon, grâce à Thénault qui a convaincu Gambetta d'envoyer Réfi voir si Tarbes était un site valable. Après, pendant la guerre de 14-18, même chose. Et en 1920, on commence à penser qu'effectivement, si on installe des usines loin des frontières du Nord-Est, eh bien peut-être que là on risque, parce que c'est pas l'Espagne qui va nous attaquer. Bon. Du moins le pensait-on, mais à juste titre. Donc c'est un facteur historico-stratégique important. Ce qui était un handicap, l'éloignement, va devenir un atout. Il y a une seconde chance aussi. Ça, c'est l'hydroélectricité. Avec les premières centrales, celles de Soulom et d'Égée, construites avant 1914 par la Compagnie du Midi,
Puis après la guerre, on va construire la centrale de Saint-Lary, Beyret-Jumet, dans le Louron, à Bordère et à Loudinvielle. Les autres centrales se renforcent. Jusque dans les années 30. Par exemple, la première centrale de Soulom avec une seule chute. Il y a dans tous les départements des chemins de fer départementaux. Parce que aujourd'hui on a le transport routier, mais dans beaucoup de départements, le moyen de se déplacer c'était le chemin de fer. Et donc il y avait des petites voies à ligne unique, à voie unique, des lignes à voie unique qui marchaient à l'électricité, c'était des tramways. Bon, alors ici on a l'exemple des tramways entre Pierrefitte, Cauterets et Luce, mais je pense aussi aux tramways qui partaient de Lourdes et qui allaient sur Bagnères et qui montaient jusqu'à Grippe. Et d'autres, parce que je ne connais pas toutes les lignes de tramway du département. Mais le Conseil général s'occupait beaucoup de ces questions-là et essayait de le développer. Mais moi, dans les Deux-Sèvres où j'étais, où j'ai passé 40 ans, il y avait eu beaucoup de petits chemins, de chemins de fer, de transports départementaux à voie unique. Alors progressivement, avec le développement de l'automobile, tout ça a ensuite disparu. Mais à l'époque, ça va donner du boulot à Soulé. Et également, il a comme client Soulé la Société des transports en commun parisiens. Donc voilà, on cherche on est toujours lié au domaine du transport et aussi de l'électricité, tramway électrique. Il y a d'autres entreprises, une autre entreprise qui va se reconvertir, c'est Pierrefitte, ou plutôt Soulom. Parce que l'usine, il y avait deux usines sur Pierrefitte-Soulom. L'usine construite en 1915, elle était à Soulom. Il y en aura une seconde qui va ouvrir en 1927 et elle sera à Pierrefitte, celle-là. Or, ils se sont reconvertis. D'abord, ils fabriquaient du nitrate de chaux, et puis après, ils ont fait des engrais phosphatés et même aussi des engrais ammoniaqués. Mais ils s'étaient associés avec une société qui exploitait des phosphates en Tunisie, la société de Kala Djerda. Et la société des phosphates, alors Soulom s'est appelé, l'usine, la société s'est appelée Société des phosphates tunisiens ou parfois Pierrefitte Kala Djerda. Il y avait encore sur des vieux portails, on voyait les noms P, K, D. Bon. Il y a une reconversion donc, parce qu'à un moment donné, effectivement, on ne fabriquait plus pour les explosifs et pour l'armement. Et les Norvégiens qui avaient monté l'usine l'ont revendue au début des années 20. Et puis il y a de nouvelles entreprises qui vont s'installer. À Tarbes, en 1919 par exemple, attiré par la politique de Jean-Raoul Paul, s'installent les chaudronneries des Pyrénées, dont le siège social est à Grenoble, mais qui viennent s'installer à Tarbes pour fabriquer des conduites forcées. Donc tout ça, c'est dans la perspective du développement hydroélectrique. Et cette entreprise, elle a rapidement plus de 200 ouvriers. À Séméac, Sousse, s'installent les constructions électriques de France, qui vont fabriquer des locomotives. La première locomotive électrique qui sort de cette usine, c'est en 1922. Et en vedette, ils vont contribuer à fabriquer un modèle vedette que l'on a tous connu, les bébés. Tous ceux qui ont connu la chemin de fer. Alors je ne sais pas ce que ça voulait dire BB, mais c'était le nom de locomotives électriques. Il y avait aussi la 2D2, qui est une locomotive qui obtiendra des records de vitesse tels qu'ils pouvaient être à l'époque. En fait, les constructions électriques de France emploient 1500 à 1800 emplois. Personnes, au lendemain de la guerre. S'installe aussi une entreprise liée à l'électricité, c'est Bazet, avec la Compagnie Générale d'Électrocéramique, qui s'installe en 1921-22 et qui, dès le départ, a 500 emplois.
Ils fabriquent des isolateurs en porcelaine. Ce sera plus tard la Ceraver dont on connaît la fin. À Haussens, je termine là-dessus, les constructions métalliques des Pyrénées s'installent en 1921 pour fabriquer des pylônes de lignes à haute tension. Bon, donc, le bilan est donc positif. En l'espace de 2-3 ans, eh bien, 4000 emplois sont créés sur Tarbes et sa banlieue. Hein? Alors, ça, c'est lié à l'électrification du réseau de la Compagnie du Midi, tout au long des années 1920 aussi, hein, parce que Jean-Raoul Paul, en même temps, hein, développe l'électrification. En 1921, la ligne entre Bayonne et Toulouse est électrifiée sur le tronçon Pau-Montrégeau. Et en 1924, Toulouse-Montrégeau est électrifié, ainsi que Pau-Dax. Bon, voilà. C'est donc l'hydroélectricité et la politique menée par la Compagnie du Midi qui a boosté au départ l'économie locale. Alors, je vais vous montrer quelques photos, oui, à partir de cartes postales anciennes. Ça, c'est une vieille carte postale. Elle est probablement antérieure à la guerre de 14, parce qu'avant la guerre de 14, on mettait les timbres sur les photos. C'est ce que m'avait dit un ami qui travaillait dans les postes. Les philatélistes, alors je ne sais pas comment on appelle, les cartophiles, je ne sais pas. Les gens qui collectionnent les cartes postales savent bien tout ça. On retrouve l'Arsenal. Ça, c'est toujours à Tarbes. C'est les usines de Sousse sur la route de Bagnères. Hein. Donc c'est cette industrie-là qui se met à fabriquer des locomotives automobiles. C'est impressionnant, parce qu'on n'avait jamais eu ce type d'entreprise dans les Hautes-Pyrénées, d'usines. Hein. C'est quand même des grosses boîtes. Là, bon, ça c'est une vieille carte postale aussi qui représente, on ne voit pas grand-chose, mais c'est la sortie des ateliers Gache. Bon, ça par contre, c'est l'usine moderne construite en 1922-23 à Bazette, par les constructions d'électrocéramique de Bazette. Également, alors, là c'est une usine ancienne, mais qui a été reconvertie. C'est une usine textile, les anciens ateliers Comé à Bagnères de Bigorre. Ça se situe à la sortie de Bagnères sur la droite. Je crois que c'est là que Fignon avait monté l'hôtel, puis le complexe qu'il voulait développer sur les cycles. Et aujourd'hui, il doit y avoir le Carré Pie, c'est ça. Hein. Bon, où a lieu le Salon du Livre notamment. Bon. Également, les sorties de l'usine Soulet. Dans les cartes postales, on montre les sorties d'usine. Soulet à Bagnères. Et puis alors, ici, c'est Lannemezan. Alors, là, je pense à une formule de Gabriel Weisberg dans son bouquin. Il dit les grandes usines qu'on a construites dans les Hautes-Pyrénées, c'est des grandes cathédrales construites dans le désert. Et c'est vrai que cette image-là fait penser. Hein, on est dans la campagne, et puis tout d'un coup, on a vu sortir ces activités, ces entreprises. Voilà l'usine de Beyret de Jumet. Et puis alors, pour ne pas avoir d'ennui à Soulom, voici l'usine de Soulom, n'est-ce pas, qui a été aménagée en 1915. Mais cette photo est un peu antérieure parce qu'on aperçoit dans le fond, ici, les fumées de l'usine qui a été construite en 1927 à l'entrée de Pierrefitte. Bon. Et oui, il y avait des fumées. C'est pour ça qu'après, dans le coin, on appelait les habitants de Soulom les Ahumats. Bon. Vous savez, vous avez beaucoup de gens qui vivaient là. En bas, elle n'existe plus, mais elle a été reconstruite autrement. Il y avait ici une vieille cité en bois. Elle était plus importante. C'était la cité Roland, où ont habité pas mal de gens. Hein. Ils devaient être enfumés plus que les autres, mais enfin, bon, j'en ai connu qui sont devenus vieux quand même. Hein. Bon. Bref.
pour reprendre cette idée de grande cathédrale en plein désert, Louis Laspal avait dit que, en fait, ce mouvement d'industrialisation a été plaqué sur les Pyrénées, sur le milieu pyrénéen. Il n'a pas été vraiment bien intégré au milieu pyrénéen. Il n'émane pas du milieu pyrénéen, en fait. On a eu comme ça une dizaine d'établissements à forte main-d'œuvre. On a un contraste entre une dizaine d'établissements qui ont plus de 1000 emplois, à peu près, à un moment donné, et à côté, des tout petits ateliers artisanaux, des toutes petites industries. Et ce qui manque à cette époque-là, c'est des entreprises de taille moyenne. Qui pourrait... bon, on a ça à Bagnères dans le textile, mais en dehors de ça, il n'y en a pas beaucoup. Or, c'est celle-là qui constitue un tissu économique plus solide. Bon, oui, parce que quelque chose que dénonce aussi Laspal, et c'est vrai, c'est que, en fait, ce sont des capitaux, à part Soulet ou Gache, qui était originaire du département, les capitaux qui détiennent ces entreprises sont des capitaux extérieurs. C'est des entreprises qui viennent de l'extérieur, qui ont été financées de l'extérieur. Donc, est-ce qu'on a prise ensuite sur ces gens-là? C'est pas sûr. S'ils décident de partir, ils peuvent partir. Bon, on verra comment ça se passe d'ailleurs avec la crise de 1930. Parce que l'explosion industrielle des années 20, les limites de l'essor économique, et je voulais revenir sur les effets de la crise de 1930. Parce que c'est à partir dans les années 30 que forcément on va avoir des conséquences politiques. Alors, la crise de 1930, elle a touché la France avec retard. La France n'a pas été touchée tout de suite, c'est pas un des premiers pays touchés. Dans les Hautes-Pyrénées, c'est un peu pareil. Les effets ont été tardifs mais conséquents. Alors, une des causes des effets de la crise, c'est que finalement, Jean-Raoul Paul, il a créé une interdépendance dans le développement. Construction mécanique, construction électrique, matériel électrique, tout ça, ça peut servir au développement de la Compagnie du Midi, etc. Mais cette interdépendance peut jouer aussi de manière négative en cas de crise. Et on a eu des réactions en chaîne. Alors là, je vais citer Laspal. Bon, il dit qu'il a fait un schéma, mais en fait, c'est un schéma mental. C'est rédigé, mais c'est pas un schéma graphique. Et j'ai pas eu le temps d'essayer d'imaginer un schéma. Bon, l'agriculture française a été touchée très vite par la crise, et donc elle restreint ses achats industriels. Donc moins d'engrais, moins de matériel agricole. Résultat. Pierrefitte, Lannemezan, qui fabrique de l'engrais, ils connaissent des difficultés. À Pierrefitte, par exemple, ils vont fermer temporairement une des deux usines. Ils vont fermer temporairement une des deux usines. Et on va avoir le nombre de personnel qui va passer de 500 à 300 à peu près. Un peu moins de 300, un peu plus de 500, un peu moins de 300. Également, alors sur Pierrefitte, ça avait été également bien étudié par un ancien ingénieur de l'usine qui était Georges Perruque et qui a été président de la Suite du Cette-Vallée et qui a sauvé les archives de l'usine de Pierrefitte. Et quand il a su que ça allait fermer, etc., était-il en retraite? Oui, peut-être. Oui, il devait être en retraite. Et donc, il va un jour faire un tour, et il s'aperçoit, il demande ce qu'on fait des usines, des archives, il dit, on va aller les mettre à la déchetterie, on n'a plus besoin de ces archives. Bon. Résultat, ce qui avait pas été jeté, ça a fini dans sa cave. Bon, et il en avait un stock. Aux grandes dames de son épouse. Et alors il regardait de temps en temps et puis il a fait 2-3 articles mais très techniques sur l'usine. Après il y avait des problèmes alors d'ordre sociaux, il hésitait à travailler dessus. Bon, à son décès, sa famille a donné les archives à la Société du Cette-Vallée.
Et le président de l'époque a souhaité que pour que ce soit bien conservé, les déposer aux archives départementales. Alors ce qui fait qu'elles sont aux archives départementales maintenant, j'espère qu'elles seront classées aux archives départementales, parce que ça doit être intéressant, quoi. Ça, voilà. Bon. Il y a un exemple connu, c'était une universitaire toulousaine, Rolande Trempé, qui était tombée sur les archives de dans le Tarn. J'avais le nom juste à l'instant avant d'en parler, mais j'ai oublié. Où il y a eu des grèves importantes, où Jaurès s'était investi, je ne sais plus. Hein? À Carmaux, voilà. Elle a sauvé les archives des mineurs de Carmaux, et puis elle a fait une thèse, elle, avec ça. Voilà, bon. Mais bon, ils ont sauvé quand même un souvenir, parce que c'est fou, hein, on jette énormément, là. Hein. Et c'est dommage. Surtout quand c'est des archives privées et des archives économiques. Donc, lui, il évoque bien justement la récession liée à la chute de la consommation d'engrais. Bon, et donc l'agriculture française baisse des engrais et baisse des achats de matériel agricole. Donc, sur Pierrefitte, les activités d'électrochimie vont souffrir, à Lannemezan aussi. Bon, mais, alors, l'ASPAL dit toujours, si ces entreprises électrochimiques consomment moins d'électricité, la production d'électricité va diminuer parce qu'on va réduire la consommation d'électricité, ce qui fait que ça va freiner le développement des équipements hydroélectriques et électriques. C'est vrai qu'il va être ralenti et arrêté en 1932. Le plan d'équipement hydroélectrique. Il ne reprendra qu'à la veille de la guerre en 1938. Et puis toutes les entreprises qui travaillent à ce moment-là pour le développement hydroélectrique, tout ce qui est les entreprises du bâtiment, etc., vont souffrir. Bon, et alors, la plupart des entreprises des bassins des Hautes-Pyrénées étaient dans ce secteur, en particulier à Tarbes et à Bagnères de Bigorre. Donc, on a un ralentissement, c'est le schéma. Et cette crise, elle va se produire en 2 temps dans les Hautes-Pyrénées. Alors, des réactions en chaîne, c'est ce que je viens de dire, et une crise en 2 temps, avant et après 35-36. Avant 35, c'est les toutes petites entreprises anciennes qui vont être très touchées. Hein, bon, parce que la conjoncture est défavorable, la consommation diminue. Il y a aussi à cette époque-là des fluctuations monétaires, ce qu'on ne connaissait pas avant la guerre de 14, et donc variation des coûts des matières premières. Et à ce moment-là, ça pénalise beaucoup de petites entreprises. Ces petites entreprises, elles ont une faiblesse structurelle, c'est qu'elles ont un potentiel, les toutes petites, un potentiel financier limité. Elles sont familiales et locales. Et puis ils ont du matériel vieillissant, ils n'ont pas forcément réinvesti dans du matériel moderne. Alors qui est touché? À Tarbes, c'est l'industrie de la chaussure. Il y avait une manufacture de chaussures à Tarbes importante, elle a des difficultés. L'ameublement aussi, il y avait 2 manufactures d'ameublement à Tarbes à cette époque-là, elles sont touchées. À Bagnères de Bigorre, c'est Commet, le textile qui est touché. Et puis partout dans le département, c'est l'industrie du bois et du bâtiment. Hein. Les constructions publiques comme privées diminuent et donc on assiste à des licenciements dans tous ces domaines-là. On a aussi un secteur qui est touché par la baisse des matières premières, c'était tout notre secteur minier en difficulté. Hein. La chute des cours mondiaux entraîne un effondrement et on a en 1935 toutes les mines du département sont fermées. Certaines rouvriront, mais toutes sont fermées. Certaines ne rouvriront jamais, comme la mine de Chèze dans la vallée de Luce, ou la mine d'Arens dans la vallée d'Azun, mais la mine de Pierrefitte a fermé en 1930. Les mines d'or et de Louron aussi sont ralenties. Or, en 1930, accrochons-nous bien, 55% de la production du silico-manganèse français, eh bien, il est produit en Vallée d'Or. En 1930. Alors donc, quand ça ferme, ça fait mal. Il y aura des réouvertures. Il y en a une aussi qui avait fermé, on l'oublie tout le temps, parce qu'on se dit c'est les Pyrénées-Atlantiques. C'est la mine de Baburette à Ferrières. Or, Ferrières, c'est les Hautes-Pyrénées. Hein. Même si maintenant, ça fait partie de la communauté de communes de Naï, mais c'est les Hautes-Pyrénées quand même. Et les mines de Ferrières rouvriront aussi en 1938. À l'approche de la guerre, tout ça réouvrira. Donc,
on a là une période de chômage qui s'annonce. Après 1935-36, c'est les plus grandes entreprises qui sont touchées. Alors, d'abord, celles qui n'ont pas de soutien financier extérieur. Et la première à être touchée, c'est les FAP de Tarbes. Il y a une baisse des commandes de matériel agricole et de matériel ferroviaire. Donc on met les gens au chômage partiel et on réduit le personnel de 20%. 20% du personnel est licencié. Il y a eu une grosse grève en 1930 au FAP et ça n'a rien donné. Une grève qui a duré un mois au moins et que José de Cubero décrit très bien dans son histoire sociale et industrielle des Hautes-Pyrénées. Ensuite, on a les chaudronneries des Pyrénées à Aussin qui doivent arrêter la construction de pylônes pour transporter les lignes à haute tension et du matériel qui fournissait aux usines hydroélectriques, puisqu'il y a un arrêt de la construction des usines hydroélectriques. Bon, eux aussi, ils sont obligés de se mettre d'arrêter. Mais il y a des grosses boîtes qui ont du soutien, parce qu'elles appartiennent à des groupes plus importants. C'est ainsi que, par exemple, les Construction électrique de France, qui sont à Séméaxous, voient leurs commandes baisser, mais elles s'allient à Alstom à cette époque-là. Et Alstom va renforcer l'usine locale en transférant du matériel de Vénissieux et Saint-Ouen. Entre parenthèses, ils déshabillent Saint-Ouen et Vénissieux pour venir sur Tarbes. Et bon. Donc, on sauve les constructions électriques de France. De même, Bazet a des installations plus modernes. Et la société qui possède la Compagnie Générale d'Électro-Céramique a une usine qui est plus ancienne, qui est en Ardèche, et elle la ferme. Bon, l'Arsenal, lui, se porte bien parce que on commence à entendre des bruits de bottes en Europe et la commande de l'État redémarre. Bon, mais enfin, presque partout, il y a eu un ralentissement d'activité et presque partout des licenciements. À Bazet, je l'ai dit, un quart du personnel licencié en 1938. Au FAP, 100 licenciements. À Pierrefitte et Lannemezan, à Pierrefitte, il y a eu 250 licenciements dans le seul été 1938. Et le chômage culmine dans le département au second semestre 1938. Il y aura une grève d'ailleurs, le 30 novembre 1938, mais cette grève elle échoue. Elle échoue dans la mesure où elle est très peu suivie, y compris sur Tarbes. Bon. Alors, il y aura une reprise après 1938 et après l'approche de la guerre. Et une reprise après Munich, il faut le dire, quoi. Les commandes de l'État pour le réarmement, ça c'est la première cause de la reprise. Et puis, des sortes de déconcentration aussi d'installations industrielles. C'est toujours pareil. Là, on se dit, oui, il y a des menaces de guerre, il y a des éléments qui sont proches de zones de conflit, de zones de combat ou de futurs fronts, on va tout rapatrier ailleurs. Et on rapatrie des choses sur Tarbes. En particulier, les FAP, Forges et Ateliers des Pyrénées, qui avaient eu des difficultés, sont repris par une société qui était Rosengart. Je ne sais pas si Rosengart, ça vous dit quelque chose, parce que c'était un constructeur automobile à un moment donné, Rosengart. Et Rosengart va relancer les forges et ateliers des Pyrénées. Et puis aussi, il y a quelque chose de nouveau, c'est l'arrivée de l'industrie aéronautique. Ça, c'est nouveau. Alors, c'est De Voitine qui va s'installer à Aussin pour faire du montage d'avions. Et De Voitine qui, après la guerre, deviendra Morane-Saulnier, puis aujourd'hui, vous savez ce que c'est devenu. Bon. Mais il n'y a pas que. Il y a deux autres entreprises importantes. Alstom cède une part de sa production à Hispano-Suiza, qui vient s'installer. Alors lui aussi, Hispano-Suiza, c'était un constructeur d'automobiles, mais il fabrique aussi des moteurs d'avion. Et il va s'installer à Tarbes et créer 17 000 emplois. Bon, les fabrications, alors pourquoi ? Parce que les fabrications qu'il avait à Belfort, nous sommes en 1938, les fabrications qu'il avait à Belfort, il les transfère sur Tarbes. De la même façon, Ugine s'installe à Lannemezan à cette époque-là, pour doubler sa production d'Albertville, en Savoie. Bon,
Mussolini, c'est un allié d'Hitler en 1938, est-ce qu'il envahira la France ou pas, mais Ugine préfère investir loin de sa zone originelle pour s'installer là. Bon, voilà, en gros, je voulais dire ça pour montrer que quand même le paysage économique du département avait changé. Alors, ça a des conséquences avec des mutations sociales et politiques. On a de nouveaux contrastes sur le plan démographique et social. Sur le plan démographique, la population des Hautes-Pyrénées baisse depuis 1846. À la fin, dans les années 30, elle s'est un peu stabilisée par rapport à ce qui était avant la guerre de 14. En 1911, nous avions 205 000 habitants, alors qu'on était monté à 250 000 en 1846. Et en 1938, les Hautes-Pyrénées sont autour de 195 000 habitants. Donc, il y a une sorte de stabilisation ou de stagnation. Il est probable que s'il n'y avait pas eu tous ces investissements et toutes ces activités industrielles, la population aurait chuté davantage. Mais ce qui est nouveau, c'est une répartition géographique. Si on additionne les populations de 6 centres, je pense à Tarbes, Lourdes, des principales petites villes du département, Tarbes, Lourdes, Bagnères, Lannemezan, Vic-Bigorre et Argelès, eh bien ça faisait à peu près 50 000 habitants en 1911, 25% de la population totale du département en 1911. En 1938, ça fait 75 000 habitants et un peu plus de 40%, 41% de la population totale. Donc, on a une montée de la population urbaine dans le département dans les années 30. Je signale qu'en France, ce n'est qu'autour de 1930-31 que la population urbaine a dépassé les 50% et est devenue majoritaire. Jusqu'à la fin des années 20, c'était la population rurale qui était majoritaire. Donc nous, on est un peu en retard, c'est un peu normal aussi, parce qu'on n'a pas la structure urbaine qui est ailleurs, mais on est toujours là. Bon. Alors avec ça, il y a aussi une évolution sociologique. Alors, le poids démographique croissant des centres urbains, j'oublie de faire défiler mon plan. L'évolution sociologique. Bon, alors il y a l'apparition d'un prolétariat, entre guillemets, l'ASPAL emploie ce mot, pourtant, il n'employait pas des mots comme ça. Par exemple, l'ASPAL n'employait jamais le mot droite, il disait toujours les modérés. Bon, dans ces conversations. Et alors, il emploie le mot prolétariat ouvrier. Il y a des milliers de travailleurs dans les Hautes-Pyrénées, avec des modes de vie ouvriers qui sont différents de la vie paysanne traditionnelle. On voit apparaître des cités, etc. Ça, c'est une nouveauté dans le département. De même que on a l'apparition de cadres qui sont des nouveaux notables. Et bien oui, c'est tous les techniciens, ingénieurs qui sont embauchés par toutes ces entreprises. Et ils viennent d'autres régions d'ailleurs. Bon, ils sont peu nombreux. Pour avoir étudié l'évolution de la population de Pierrefitte dans les années 30, on voit apparaître effectivement les ingénieurs de l'usine. Alors, ils sont quoi? Une quinzaine, mais ils se remarquent dans une petite ville. D'autant plus qu'à l'époque bénie, pour eux d'ailleurs, parce que je crois que ça a duré jusqu'au début des années 60, puis après ça a disparu. Quand ils arrivaient, ils étaient logés. Alors, ils étaient logés en général, non pas dans une masure, parce qu'il y avait eu des cités ouvrières avec des bâtiments en bois, mais à Pierrefitte, notamment dans tout le secteur de la gare, il y avait des petites maisons qui avaient été construites, mais qui étaient des petites maisons avec un certain style, qui n'était pas moche. Et ils étaient logés là. Bon, ils bénéficiaient de services
Alors ils n'avaient pas un jardinier pour chacun, mais il y avait un jardinier au service de tous, quoi. Ils pouvaient bénéficier de chauffeurs quand ils avaient quelque chose à faire, etc. Les dames, alors on pouvait dire, tiens, pour aller prendre le train ou partir ailleurs, ils peuvent bénéficier d'un chauffeur, mais quand même, quand des femmes d'ingénieurs bénéficient du chauffeur pour aller au marché, c'était qu'à Argelès, c'était quand même quelque chose qui était des avantages. Il y avait des avantages vraiment en nature. Socialement, bref, ils étaient remarqués dans la société, quoi. Bon. Très peu se mélangeaient à la population. Mais c'est-à-dire que dans des petits centres comme ça, si vous voulez, ça crée un changement. On se dit, tiens, il y a eu aussi des conflits sociaux sur des problèmes locaux ou dans le prolongement d'actions sociales nationales. Bon, la grève la plus importante dans les années 30, c'est la grève des FAP, mais jusqu'en 1936, il n'y aura pas beaucoup de mouvements de grève. Alors, il y a en fait des mutations, mais il ne faut pas non plus voir que ces mutations, parce que si on se réfère à l'évolution générale, il y a beaucoup plus de permanence que de mutation. Parce que le genre de vie industrielle, il est très neuf dans le département et il diffère de la vie paysanne traditionnelle. Mais c'est oublier une chose, dans des petits bourgs comme Lannemezan ou Pierrefitte, le système de l'ouvrier paysan, il existe. Parce que quand vous avez les 3-8, les usines qui fonctionnent en continu, vous pouvez continuer à exploiter votre petite exploitation dans un petit village de montagne, pas facile, pas très rentable, mais vous pouvez aussi aller travailler à l'usine. Quand vous êtes de nuit, que vous prenez votre poste à 4 heures, vous revenez à 8 heures, vous faites une sieste et l'après-midi, hop, vous allez bosser dans votre exploitation. Et ce système s'est développé, notamment dans toute la vallée d'Argelès et un peu au-delà. Bon, mais même à Tarbes, cette interpénétration milieu paysan, milieu ouvrier se maintient parce que les gens de la famille à la campagne, etc. Bon, et donc, et puis ne serait-ce que parce que les Tarbais sont chasseurs aussi, même s'ils sont ouvriers, ils doivent avoir gardé l'esprit chasseur et tout. Bon, bref. Donc, les permanences l'emportent sur les mutations, mais on aurait pu se poser la question. Alors, le grand événement qui va se produire, c'est le Front populaire. 1934-1938. Je vais en dire deux mots. Là-dessus, vous pouvez trouver aussi... c'est quelque chose qui a été très étudié, le Front populaire, par de nombreux mémoires dans les années 1970. En particulier, moi, je peux citer des mémoires de gens qui doivent être septuagénaires aujourd'hui. Je pense à Anne-Marie Pavillard, Jean-Pierre Calvignac ou Michel Yéry. Bon, c'était des étudiants. Alors, nous sommes dans les années 70. Et alors, il suffit d'avoir des directeurs de maîtrise qui vous disent « Tiens, vous allez travailler cette question et pas telle autre ». Roland de Trempé à Toulouse, elle donnait beaucoup de travaux sur qui étaient de nature sociale, d'histoire sociale. Et puis bon, il y a un effet mode. On étudie l'évolution des partis très à gauche. Et c'est un effet mode des années 1970 aussi, parce que dans les années 1970, la gauche n'est pas au pouvoir depuis longtemps. Il y en a qui espèrent qu'elle y reviendra, et alors ils s'intéressent. Bon, après les choses vont bousculer. L'histoire politique, ça redémarre, paraît-il, me disait quelqu'un il n'y a pas longtemps, mais dans les centres d'intérêt qu'on peut donner à des étudiants. Après, il y a eu un ouvrage aussi, une synthèse de deux anciens collègues, José Cubero et Jean-Paul France, qui ont écrit une histoire du mouvement ouvrier dans le département des Hautes-Pyrénées, il y a quelques années. Jean-Paul France qui a malheureusement décédé aujourd'hui. Il y a la thèse de Louis Laspal, évidemment, pour Tarbes, et puis après, vous avez dans Bigorre et Quatre-Vallées, qui sont des ouvrages collectifs, ou l'histoire de Tarbes, vous trouverez des renseignements sur Tarbes, ou dans des revues. Alors, tout d'abord, le Front populaire, c'est d'abord la réaction politique locale au 6 février
1934. Alors vous savez que le 6 février 1934, il y a eu une très grande manifestation à Paris, manifestation qui a dégénéré, il y a eu des gens qui... la police a chargé, police à cheval, c'était une manifestation organisée par ce qu'on appelait les ligues. Alors les ligues, que l'on qualifiait d'extrême droite à l'époque, hein, et il y a eu une tentative pour marcher sur le palais Bourbon, mais ils n'ont pas pu traverser la Seine et il n'y a pas eu de conséquences, je veux dire, il n'y a pas eu de coup d'État. Néanmoins, et c'est toujours pareil, alors, on est au courant dès le 7 février dans les Hautes-Pyrénées, parce que dès les journaux du 7-8, des locaux rendent compte. Hein. Bon, donc l'information circule plus que en 1789, où il a fallu 15 jours pour apprendre que la Bastille avait été prise. Hein. Il faut penser à ça aussi. Ce n'est que début août qu'on apprend que, tiens, le 14 juillet, s'est passé quelque chose à Paris. Bon, là, les informations vont plus vite, mais les fake news, c'est pas, comme on dit aujourd'hui, c'est pas meilleur qu'à l'époque, parce que dans les journaux, il y a des articles qui parlent d'une prise d'assaut de l'Élysée et même de l'assassinat du président Lebrun. Hein, au point que le 8 février, il y a des drapeaux qui sont mis en berne dans les Pyrénées et à Tarbes. Hein. Bon, alors qu'il n'y a rien de tout ça. Bon, mais là aussi, l'émotion passée, la tension retombe vite. Néanmoins, ça traduit quelque chose, hein, cette crainte d'un coup d'État éventuel. Et quelque temps après, au mois d'avril-mai 1934, voilà que se crée à Tarbes une section de la Ligue des Croix de Feu. Bon, alors les Croix de Feu, au départ, c'est une ligue, oui, effectivement, comme d'autres ligues. Au départ, ça regroupait surtout des anciens combattants de 14-18. Hein, bon, et c'est un mouvement fort, le mouvement des anciens combattants de 14-18. Ils souhaitent tous un régime fort. Le régime parlementaire est un régime qui ne marche pas. On change de gouvernement souvent, etc. Bon, bref, vous voyez les critiques qu'on peut faire, parce qu'on peut transposer les choses aujourd'hui. À partir de là, on aime l'autorité, l'ordre, etc. Je vais y revenir après. Parce qu'aussitôt, on assimile les Croix de Feu aux fascistes italien. Parce que se crée le 15 mai 1934 à Tarbes un comité antifasciste départemental à la suite de la création de la Ligue des Croix de Feu. Alors, de nouveau, manifestation, parce que le 16 juillet 1935, un an après, le colonel de Larocque, qui dirige les Croix de Feu, vient à Tarbes, il tient un grand meeting où il y a beaucoup de monde à la Halle Marcadieu, et ça donne lieu à des manifestations et à des violences d'opposants. Au point qu'en réaction, le 23 juin 1935, il y a une première manifestation à Tarbes, et le 14 juillet 1935, il y a 8000 personnes qui défilent dans Tarbes, alors contre l'antifascisme. Alors, est-ce que les Croix de Feu sont des fascistes ? Aujourd'hui, les historiens qui ont travaillé là-dessus disent non. Parce que ils s'inscrivent dans une tradition de la droite française. Ils souhaitent, le parlementarisme, ça, ils ne soutiennent pas le régime parlementaire. Ils soutiennent une république avec un exécutif fort. Hein. Ils sont pour l'autorité. Dans le fond, c'est une résurgence du courant bonapartiste. Et ça préfigure aussi certains aspects du gaullisme. Parce que il y a aussi des préoccupations sociales.
ils s'inspirent à la fois, donc, ils veulent un régime fort, etc. Ils sont républicains, et d'ailleurs Larocque publie un bouquin à l'époque pour dire qu'il est républicain. Ils sont républicains, ils veulent une république forte, mais ils s'inspirent aussi du programme social du catholicisme français. Qui fait son chemin. C'est dans les années 30 qu'est créée la deuxième grande confédération syndicale française, qui est la CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens. Bon, c'est dans les années 30. Et elle apparaît dans les Hautes-Pyrénées à la fin des années 30 aussi. Bon. Donc, comme c'est une ligue, les Croix de Feu, c'est pas un parti, elle est dissoute par le gouvernement Blum, mais elle va... Oui. Ah oui, mais faites. Et alors, elle est dissoute, mais voilà que les Croix de Feu vont se transformer en parti, le Parti social français, dont de Larocque devient le premier président. Alors je précise que aujourd'hui on sait que le jour du 6 février 1934, il ne manifestait pas avec les autres et que de Larocque s'est opposé, ainsi que les Croix de Feu s'étaient opposés à ce qu'on pénètre par la force dans le Parlement. Ils respectent les institutions parlementaires. Et le Parti social français, c'est un parti qui va se développer, y compris dans les Hautes-Pyrénées, à la fin des années 30. Voilà. Alors, je vous en parle parce que si ce soir vous allez écouter Soulet, Maurice Trélu était-il Croix de Feu? Bon, c'est quelque chose qu'on a... Bon, pas Pierre Dumas dont il est question dans le livre. Pierre Dumas, non. Mais Maurice de... il a peut-être été sympathisant des Croix de Feu, mais il n'était pas chez les Croix de Feu. Maurice Trélu. Par ailleurs, le colonel de Larocque, qui s'est opposé à une tentative d'éventuel coup d'État en 1934, le 6 février, le colonel de Larocque, bon, il a soutenu Pétain, mais par maréchalisme, ou par fidélité au maréchal, à la personne du maréchal. Mais après, il s'est opposé, et d'ailleurs, il a été arrêté, et il a été envoyé en camp de concentration. Et d'ailleurs, quand il est rentré en 1945, il était malade, et il n'a pas survécu très longtemps à sa maladie, et il est mort peu de temps après. Bon. Ça ne justifiait pas d'employer le mot antifascisme. Mais aujourd'hui, c'est pareil. Quand on est dans l'action politique, quelqu'un qui est à l'autre échiquier, à l'autre bout, on va facilement le traiter soit d'extrême gauche, soit d'extrême droite. Hein? Bon, alors, est-ce qu'ils sont vraiment... On l'a aujourd'hui. Hein? Moi, je ne sais pas si Mélenchon est d'extrême gauche, mais à écouter certains, oui. Bon, l'histoire nous dira ça plus tard. Donc, un comité départemental antifasciste est créé et il va organiser des manifestations. Larocque viendra une seconde fois à Tarbes, il y a du monde, et là, il y a toujours des contre-manifestations. Alors se crée, le 25 janvier 1936 à Tarbes, un comité départemental du Front populaire, qui regroupe des organisations politiques et syndicales de gauche. On y trouve les socialistes, les communistes, mais on y trouve aussi le Parti radical des Hautes-Pyrénées, qui s'engage. La CGT, alors, au début, les deux CGT, oui, parce qu'en 1920, au moment du lorsqu'il y a eu la scission du mouvement socialiste, la CGT s'est coupée en deux. Il y avait la CGT qui restait fidèle à celle d'origine, et puis la CGT unifiée, qui était plus proche du PC. Mais elles se sont réunifiées à la fin de l'année 34. Bon, donc ils y participent. Alors on y retrouve la Ligue des droits de l'homme, le Secours rouge, etc., etc. Et il y a je pensais, oui, je ne l'ai pas noté, mais j'ai lu, c'est vrai, j'ai oublié ça. Il y a plusieurs manifestations et meetings qui sont tenus. Hein. Alors là aussi, des meetings. 5000 personnes au Marcadieu, le 20 août 1936, avec un porte-parole qui venait souvent au Marcadieu, qui était originaire du pays, c'était Duclos.
Hein. Mais même un radical comme Maître Maille, que nous avions eu l'occasion d'interviewer avec Jean-François Soulet, il nous racontait qu'à cette époque-là, il s'occupait du Parti radical sur Tarbes, et lui, il a participé à des meetings, il était à la tribune, devant une halle Marcadieu pleine, et il n'en revenait pas lui-même. Il disait, mais là, ça c'est des mouvements que je ne reverrai plus jamais. Il nous disait ça en 1980. Bon, effectivement, ça n'allait plus se renouveler. Mais, pour le Parti radical en tout cas. Mais, c'était des moments très très tendus, hein, avec aussi des bagarres en ville. Hein. Bon, alors, on a cette réaction politique aussi février, mais pourtant, au niveau, il va y avoir les grèves, mais oui, les grèves de 36, j'en dis deux mots tout de suite. Alors, il y a une chose bizarre dans les Hautes-Pyrénées pour les grèves de 36. Il y a eu une victoire nationale du Front populaire en avril 1936. Et aussitôt après, Blum va mettre un mois avant de former le gouvernement. Alors, c'est pas pour les mêmes raisons que ce qu'on a connu ces temps-ci, mais c'est qu'il y avait des délais à respecter. Bon, aussi, hein, bon, dans l'ordre des institutions. Ce qui fait que Blum ne forme son gouvernement que fin mai, début juin 1936. Et c'est pendant cette période-là que les gens vont descendre dans la rue. Hein, et qu'on va avoir une vague de grève dans le pays, avant la constitution du gouvernement Blum. Et dans les Hautes-Pyrénées, c'est curieux, c'est à partir de la mi-juin que les conflits vont se multiplier. Le premier conflit, il démarre le 15 juin. Bon, au total, dans les Hautes-Pyrénées, il y aura 4600 grévistes, au moment le plus haut, à l'apogée du mouvement, avec une occupation de 10 entreprises. Ça, c'est nouveau aussi, occupation de 10 entreprises. Mais ça démarre avec un mois de retard par rapport au mouvement national, et surtout, c'est après que les accords de Matignon aient été signés le 7 juin. Alors, tout se passe, pourquoi ça? Peut-être parce que les gens ils disent, mais on veut notre part du gâteau, nous aussi, hein, puisque certains ont obtenu quelque chose, donc on se lance dans l'action. Bon. Mais, voilà, c'est avec un mois de retard sur le mouvement national. Néanmoins, je vais vous décrire comment ça s'est fait. Il y a eu des négociations à partir de ce moment-là, parce que dans les Hautes-Pyrénées, les accords du Matignon ont été aussi appliqués. Et les négociations ont été très difficiles entre le patronat et le salariat local. Malgré toute la médiation et la diplomatie engagée par le préfet, Jean Dissart, pour que ça puisse fonctionner. Alors, parce que peut-être les patrons ne voulaient pas céder dans les Hautes-Pyrénées, parce que peut-être les gens n'avaient pas bougé, etc. Bon, donc ils voulaient voir, je ne sais pas. Il y a eu une espèce de bras de fer qui a commencé le 15 juin à Bazette, à l'électrocéramique de Bazette. Et puis ça gagne Lannemezan et Pierrefitte-sous-L'Homme le 18 juin. Les FAP, les Forges et Ateliers Pyrénées, chez Gache, quoi, le 21, Alstom, le 22. Le 25 juin 1936, la situation est critique parce que presque tous les centres industriels du département sont en grève, sauf un qui ne fera pas du tout grève. En 1936, c'est Bagnères de Bigorre. Hein. Il n'y aura pas de grève à Bagnères de Bigorre. Mais Tarbes, sa banlieue, Lannemezan, Pierrefitte et Soulhomme sont très très concernés. Avec occupation d'usines, fêtes, etc. Bon, c'est classique ce qu'on connaît sur cette période. Mais à Tarbes, même la manufacture de chaussures se met en grève, l'ameublement, le bâtiment et, surprenant, les grands magasins, les galeries se mettent en grève, le personnel des galeries se met en grève, ainsi que celui du printemps, et celui de chez Manuguet. Manuguet en grève. Voilà. Bon. Donc, en fait, on a un mouvement assez général qui va se calmer, puisque à partir de la mi-juillet, ce qui fait qu'ils vont pouvoir effectivement obtenir des avantages dans la négociation. Alors, je ferai remarquer quand même que le secteur public n'est pas en grève. Hein? Les arsenalistes ne sont pas en grève. Les fonctionnaires, et notamment les enseignants, ne cessent pas le travail. Bon, ça, non, mais il faut sortir des images d'Épinal. Hein? Par ailleurs, il y a des secteurs
syndiqués qui sont moins en grève que des secteurs pas syndiqués. On a remarqué ça aussi au niveau national. Il n'y avait plus, pour Pierrefitte-sous-Lhomme par exemple, que j'avais regardé de près, il n'y avait plus de syndicats. Il y en avait eu un au lendemain de la guerre, de la Première Guerre mondiale, il y avait eu une grève, ça s'était mal passé, il n'y avait plus personne. Et donc il y a une mise en grève spontanée, et c'est après que se regreffe la CGT dessus et que se reconstitue un syndicat. Et je ne pense pas qu'il y ait eu des sections syndicales aux Galeries au printemps ou à Manuguet. D'après ce qu'on en sait par ailleurs. Bon, ce qui veut dire que le mouvement national, c'est un mouvement qui aussi devient en partie spontané. Bon, alors c'est là que les manifestations et les meetings se produisent. Bon, mais il n'y a pas que des meetings. Il y a des meetings qui se déroulent à Lannemezan, également à Pierrefitte-sous-Lhomme. Tout va se disloquer au printemps 1938 avec la chute du second gouvernement Blum. Entre parenthèses, dans le second gouvernement Blum, il y a un bigourdan qui est Gaston Manin. Qui est secrétaire d'État, enfin sous-secrétaire d'État, on disait à l'époque. Et puis, durant cette période, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi la période au cours de laquelle, eh bien, il y a la guerre d'Espagne. Et ça marque les esprits. En 1938 arrivent 900 réfugiés espagnols lorsque la province de Huesca est investie par les nationalistes, et puis 1000 à nouveau en quelques jours, en février-mars 1939. Alors, comme j'avais regardé Pierrefitte, pour voir un peu, parce que c'est petit Pierrefitte, eh bien, il y avait une forte population espagnole, de gens qui étaient arrivés déjà à la fin du 19e siècle, quand il y a eu des grands travaux, des gens qui faisaient des travaux saisonniers, puis d'autres qui sont restés, etc. Donc, il y a... ils sont très attentifs à ce qui se passe de l'autre côté des Pyrénées. Et il y a eu souvent des meetings dans une salle qui était à Soulhomme, la salle Labouli, avec des élus départementaux, des élus nationaux, et il y avait chaque fois manif allant de l'école mairie de Pierrefitte jusqu'au monument aux morts de Soulhomme, etc. Mais ils manifestaient une sorte de solidarité importante à l'égard de ce qui se passait de l'autre côté des Pyrénées. Bon, et bien malgré ça, les élections de 1930, de cette époque, ne sont pas favorables à la gauche dans le département. Je recherche les résultats, parce que je ne l'ai pas mis au bon endroit. Oui, les élections sont favorables à la droite et au centre droit. Alors, bon, je ne parle pas des élections sénatoriales, parce que c'est essentiellement le milieu rural qui a un poids là, mais au sénatorial, c'est des gens de droite qui sont élus, et les deux radicaux perdent, les radicaux perdent les 2 sièges. Je vous montrais la photo des élus tout à l'heure. Les municipales de Tarbes de 1935 constituent quelque chose d'important, parce que la droite est élue. À cause de divisions internes à la gauche, puisque les socialistes se dissocient des radicaux cette fois-ci, et au bout du parcours, c'est Maurice Trélu qui mène une liste et qui devient maire de Tarbes, avec comme premier adjoint Pierre Dumas. Voilà. Alors, Jean-François Soulet a eu la chance, oui, d'avoir des archives privées de la famille Trélu, d'où le premier livre sur Trélu, et là d'avoir des archives privées sur Dumas, alors qui est un personnage finalement qui a eu beaucoup d'activités, qui était journaliste aussi, etc., qui ensuite a été au mouvement Combat pendant la guerre, et qui a été premier adjoint Dumas. Je signale d'ailleurs, pour mémoire, pour les plus anciens, que dans cette municipalité la liste Trélu en 1935, est élu un conseiller municipal, qui sera maire plus tard, c'est Paul Boiry. Vous connaissez tous au moins la piscine de Paul Boiry. Bon. Moi, quand avec mes élèves, on évoquait la Ve République et que vous citiez le nom de Chaban-Delmas, les élèves ils vous disaient « Ah bon, c'est comme le stade de Bordeaux ?»
Voilà. Après, on vous reconnaît par le nom du stade. Bon, après les législatives du 26 avril 1936, là, on aurait pu penser que le Front populaire allait gagner. Eh bien non, sur les 3 circonscriptions, le Front populaire ne remporte qu'un siège, celui de Bagnères de Bigorre, au second tour. Par contre, dès le premier tour, dans la circonscription de Lourdes-Argelès, c'est Armand Achille Fould qui est réélu, et puis Jean Desbons qui est élu dans la circonscription de Tarbes-Vic. Alors, les radicaux n'avaient plus personne à ce moment-là à présenter contre eux. Sur Tarbes d'ailleurs, le candidat de la circonscription de Tarbes, c'est Pierre Maille, Maître Maille, qui est un jeune à l'époque. Et il est devancé sur Tarbes par le candidat de la SFIO. Dans la circonscription d'Argelès, c'est un autre jeune qui s'appelle René Billère et qui est battu par Armand Achille Fould. Bon, donc, si vous voulez, les élections sont favorables à la droite. Alors, Achille Fould est un personnage quand même, Armand Achille Fould, important. Je vous ai mis cette photo. Il a été dans les années 30 ministre, notamment de l'agriculture, dans certains gouvernements. Là, c'était une visite officielle à Lyon. Voilà Achille Fould, ministre de l'Agriculture, aux côtés du ministre des Finances Paul Reynaud, que vous connaissez de nom peut-être, hein. Et puis ici d'André Tardieu, qui était le président du Conseil des ministres. Parmi les élus de droite qui sont élus, qui dominent à cette époque-là, dans la fin des années 30. On a ici Manuel Fourcade, le père de Jacques Fourcade, qui était conseiller général et maire de Vic et qui a été élu sénateur en 1927, puis réélu en 1935. Ici, on a ce personnage qui est un parachuté, élu au sénatorial en 1935. Il a battu... comment il s'appelait, Bertrand Nogaro, dont je vous avais parlé, qui était un universitaire radical. D'ailleurs, Nogaro, après, il a démissionné de son siège de député. Émile Miraut dirigeait un journal important à Paris, qui était Le Temps. Le Temps, c'est l'ancêtre du Monde. Hein, bon. Alors, un autre local, c'est Jean Desbons. Alors lui, il est originaire de Maubourguet, mais son père avait été Anatole député dans les années 1880. Et puis ici, Maurice Trélu, hein, maire de Tarbes. Je ne sais pas si ça c'est... Oui, il y a je crois qu'au stade Maurice Trélu, il y a un portrait de lui, hein, et qui doit, alors, inspiré de ça, ou je crois. Hein. Bon. Alors, le Front populaire dans les Hautes-Pyrénées, l'émergence de nouvelles forces politiques, quelle heure il est? Parce que je déborde en général. Hein. C'est l'heure. Oh, alors j'arrête. On verra ça la prochaine fois. Et puis, j'avais prévu d'ailleurs faire ça sur 2 fois, parce qu'après, je voudrais qu'on parle du déclin et de la renaissance du radicalisme. Bon, comme ça, après, on fera ça le 7 novembre. Et puis, et la semaine d'après, on parlera de la guerre. Hein, voilà, de la situation pendant la guerre, du Conseil général ou autre. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.